Laissez-moi vous dire pourquoi les emplois ne reviendront pas. Aucun signe de cela. Notre gouvernement est paralysé. Vous voulez envoyer un message au PDG du monde entier sur pourquoi il ne devrait pas venir aux États-Unis? Paralyser le gouvernement. Démontrer que les deux grands partis ne peuvent pas s'entendre pour maintenir la collecte des ordures chaque semaine par le département des travaux publics. On ne déménage pas dans un pays comme ça. Les troupes sont envoyées dans les grandes villes. La classe ouvrière est sur le pied de guerre. Les prix augmentent, ce qui rend bien sûr ce qui est produit aux États-Unis plus cher maintenant et l'année prochaine, et donc plus difficile à vendre. Permettez-moi de vous rappeler quelque chose. Je suis économiste, donc je connais ces statistiques. Le taux d'inflation dans ce pays est officiellement de 3% en ce moment. C'est probablement plus élevé, mais c'est 3%. Notre principal concurrent dans le monde maintenant, de loin, est la Chine. Quel est le taux d'inflation en Chine? Près? Moins 0,4%. Ils n'ont pas d'inflation, ils n'ont pas eu d'inflation significative pendant toutes les années récentes où nous avons lutté contre elle. Nous fixons des prix qui nous excluent du marché mondial. La Chine peut continuer à vendre parce que ses prix baissent. Les États-Unis ne le peuvent pas parce qu'ils n'attirent personne ici. Il n'y a aucune solution dans ce qu'offre M. Trump, du théâtre de la fanfaronnade. Regardez, il a promis qu'il mettrait fin à toutes les guerres sans fin. A-t-il résolu l'Ukraine? Pas du tout. A-t-il résolu Gaza? Pas du tout. Pendant ce temps, il a attaqué l'Iran avec des conversations menaçantes et commence une guerre au Venezuela. Qu'est-ce que vous faites? C'est très effrayant. Vous savez pourquoi c'est terrifiant? Parce que quand Hitler a eu des problèmes pour développer l'économie allemande, il a fait une guerre qu'il a finie. Mussolini a fait ça. Les Japonais ont fait ça. C'est très classique. Si vous êtes un empire mourant et que vous prenez le pouvoir et que vous ne pouvez absolument rien faire pour arrêter le déclin, vous avez besoin de distractions de plus en plus grandes. Attaquer les pauvres immigrants peut vous mener quelque part pendant un moment, mais vous devez vous étendre. Il fait exactement ça. Amener l'armée pour protéger l'ICE de l'hostilité des gens qu'il maltraite, puis mener des guerres littéralement en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Ukraine, en Extrême-Orient. Peut-être ira-t-il en guerre avec la Chine pour Taïwan. Les États-Unis ne peuvent pas faire ça. Vous savez quoi? Tout ça s'appelle surextension. C'est pourquoi vous avez perdu au Vietnam, en Afghanistan et maintenant en Ukraine. Vous voyez une surextension hors de contrôle. Je veux rappeler aux gens que dans les années 70, la dette des États-Unis était calculée à quelques centaines de milliards de dollars. Aujourd'hui, la dette des États-Unis est de 37 billions de dollars. C'est une augmentation plus rapide que les prix, que les emplois, que n'importe quoi d'autre. Le principal support de cette économie est la dette. Nous sommes une économie endettée. C'est si grave que lorsque le gouvernement va maintenant vers les corporations et les riches pour emprunter, les corporations et les riches disent tant aux démocrates qu'aux républicains qu'ils ne sont plus disposés à leur prêter parce que c'est trop risqué. Ils sont dans une telle difficulté qu'ils pourraient s'écraser contre un mur bientôt et nous dire qu'ils ne peuvent pas nous rembourser l'argent. Les États-Unis avaient une notation triple A en tant que pays. Il y a des pays qui l'ont en ce moment, nous non. Les trois agences de notation, Standard & Poor's, Fitch et Moody's, toutes ont abaissé la notation à double A. C'est en partie pourquoi M. Trump augmente les impôts sur nous, parce qu'il ne peut pas emprunter comme il le faisait avant. Les démocrates disent « Oh, terrible, tu ne dépenses pas assez ». Ce n'est pas une réponse, parce que s'ils dépensent comme les démocrates le veulent, ils découvriront qu'ils ne peuvent pas emprunter l'argent, et alors ils utiliseront ça comme excuse pour expliquer pourquoi ils ne peuvent pas maintenir le programme social du pays. Pourquoi? Parce que tant les démocrates que les républicains ont été capturés par leurs donateurs. Ils ne peuvent pas mordre les mains qui leur donnent l'argent, sans lequel ils ne peuvent pas opérer leurs activités politiques. Permettez-moi de mettre mon chapeau de professeur d'économie pendant une minute.
Je vais vous donner un petit exercice arithmétique qui ne devrait déranger personne. Supposons qu'il y ait un programme d'IA, intelligence artificielle, et si vous l'amenez sur un lieu de travail, il permet à chaque travailleur de faire le double de ce qu'il faisait en travaillant avec lui. Que fait l'employeur capitaliste typique? Il se dirige vers la moitié de ses travailleurs et dit « Vous êtes virés, partez vendredi après-midi et ne revenez jamais ». Au reste de ses travailleurs, il dit « J'ai ce nouvel équipement, vous allez tous travailler avec ça. Ils produiront la même quantité avec la moitié d'entre vous que ce qui nécessitait le double auparavant. Cela produira le même résultat, nous le vendrons au même prix, nous obtiendrons les mêmes revenus. Mais quand je prends les revenus, je n'ai pas à payer les salaires de la moitié des travailleurs parce que je les ai licenciés. Et cet argent qui allait avant à eux, je le garde. C'est mon incitation au profit. C'est pourquoi je fais ça. C'est merveilleux. Je produis la même chose qu'avant. Ma contribution à l'économie est identique, mais j'obtiens beaucoup plus de profit parce que je garde l'argent que je devais avant gaspiller sur 50% de ma main-d'œuvre. Que se passerait-il dans une économie socialiste? Que ferait une coopérative de travailleurs si elle dirigeait l'entreprise? Ils achèteraient l'IA, absolument. Cela rend chaque travailleur 2 fois plus productif. Et voici ce qu'il ferait. La journée de travail de tous serait réduite de 8 heures à 4 heures. Pourquoi? Parce qu'en 4 heures, vous pouvez faire autant qu'il vous fallait 8 heures avant. C'est ce que l'IA vous permet de faire. Tout le monde reçoit le même salaire pour une demi-journée. Tout le reste est pareil. Le profit, avant égal, maintenant égal. Vous avez utilisé l'IA pour transformer la vie de la majorité. Les travailleurs ont une demi-journée de libre tous les jours. C'est la meilleure chose qui pourrait arriver à leur vie personnelle, aux relations qu'ils ont, à leur famille, s'ils le veulent, à leur passe-temps, à leur engagement politique. Ce serait une merveilleuse façon d'utiliser l'IA et cela ne causerait aucun chômage du tout. Nous savons exactement comment utiliser l'IA, mais si nous restons avec ce système capitaliste que nous souffrons en déclin, alors il nous donnera des coups de pied dans les dents. Qui sont les personnes qui ont perdu leurs emplois aux États-Unis? Ceux à qui l'employeur avait le plus grand intérêt à remplacer par des travailleurs moins chers, le travailleur bien payé. Et qui étaient-ils? Travailleurs blancs, masculins, chrétiens, syndiqués de la fabrication industrielle. Ce sont eux qui ont perdu les emplois. Je veux dire d'autres aussi, mais ils étaient les principaux parce que c'étaient ceux à qui on payait beaucoup d'argent. C'étaient ceux qui célébraient comment Barack donnait aux gens de la classe ouvrière un bon salaire, ce qu'ils faisaient à cette époque. Ils pouvaient garder leur femme à la maison parce qu'ils gagnaient assez en tant qu'hommes pour avoir la femme à la maison avec les enfants. Tout ça est fini. Et vous savez qui cela a le plus blessé? Les travailleurs industriels, blancs, masculins, chrétiens. Et quel est le soutien pour M. Trump? Les ex-travailleurs industriels blancs, masculins, chrétiens. Bien sûr, ils veulent MAGA, ils veulent revenir en arrière, ils veulent récupérer ce qu'ils avaient. Ce qu'ils ne feront jamais. Ils n'osent pas parce qu'ils sont américains. Ils n'osent pas blâmer les corporations qui ont pris les décisions de partir, d'abandonner les États-Unis. Oh non, il ne faut pas faire ça, surtout si vous êtes républicain, mais même si vous êtes un travailleur démocrate bien payé, ce que ces personnes étaient autrefois. Vous ne blâmez pas la corporation parce que c'est mordre la main qui vous nourrit, croyez-vous. Donc vous avez besoin d'un bouc émissaire. Qui blâmez-vous? Qui est disponible? Que diriez-vous du pauvre immigrant? Blâmons-les. Ou que diriez-vous de blâmer les Chinois? Ou que diriez-vous des gens noirs, des gens bruns, des femmes? Quelle différence ça fait? Vous devez blâmer quelqu'un. Et voilà M. Trump. Il voit ce que je viens de décrire, bien que bien sûr pas en ces termes. Et il dit, je peux chevaucher ça jusqu'à la Maison-Blanche. Et il l'a fait. Quand l'Empire se termine, quand il a atteint son pic et est sur la voie de la descente, comme chaque empire dans l'histoire de la race humaine nous l'a démontré, Romains, Grecs, Ottomans, Persans, Africains, Incas, Aztèques, peu importe, les personnes qui sont au sommet, qui qu'elles soient, les personnes qui possèdent la richesse ou ont la position de pouvoir dominant, sont dans la meilleure position pour s'accrocher à la leur. Qui supporte le poids du déclin?
Réponse: tous ceux en dessous d'eux. C'est ce que nous faisons. Je vous parle du centre de Manhattan, je vous assure que les restaurants qui font payer entre 200 et 400 dollars par personne prospèrent autour de moi. Il y a de la richesse aux États-Unis. Vous pouvez parier que oui, ils vont bien. Vous pouvez parier que oui, ils vont à un spectacle qui coûte entre 200 et 300 dollars le siège, puis ils vont à un restaurant qui coûte entre 200 et 400 dollars. Vous savez, dépenser 1000 dollars pour un couple dans la soirée est un événement normal. Ils n'achètent même pas les vins chers au restaurant pour le faire. À quelques pâtés de maison, il y a des gens qui ne peuvent plus se permettre leur appartement sans prendre des colocataires parce qu'ils ne peuvent pas couvrir le loyer, même si mari et femme, les deux parents, sont des travailleurs à temps plein. À New York, ils sont même peut-être payés décemment. Donc ce que nous voyons, c'est le gouvernement des États-Unis faire ce que font les gouvernements dans les empires en déclin, nuire à la masse des gens pour que ceux du haut n'aient pas à renoncer à quoi que ce soit. Nous avons une course ici à New York. Nous avons un événement remarquable. Un socialiste musulman est en passe de gagner la mairie de New York, la plus grande ville du pays. Pourquoi? Parce que toute sa campagne porte sur l'abordabilité ou son absence pour la ville et il éclipse le titulaire qui vient de démissionner. Il n'avait aucune chance. Un républicain qui a une chance égale à la vôtre et à la mienne, et nous ne nous présentons pas. Cela laisse le monsieur qui a tellement de problèmes qu'il ne peut pas gagner. Et donc, nous allons avoir un socialiste musulman qui parle d'abordabilité. J'ai un message pour l'Amérique. Ce n'est pas parce que New York est bizarre, c'est parce que ces problèmes produisent la rage et la colère des travailleurs industriels blancs, chrétiens et masculins, qui sont devenus sauvages après les années 70, mais maintenant ça se répand à mesure que l'Empire décline. Et soit dit en passant, cela a très peu à voir avec M. Trump. M. Biden le faisait aussi rapidement et la communauté des affaires avait peur. Il ne le faisait pas aussi rapidement. Il ne taxerait jamais les corporations et les riches, mais il a emprunté comme un fou pour payer et ralentir le déclin. M. Trump ne veut pas emprunter, donc il doit aggraver le déclin. Il taxe tout le monde avec ses tarifs et puis coupe le gouvernement qui collecte l'argent des impôts pour financer ça. Vous devez vous demander qu'est-ce que cette folie? Et je l'explique pour que vous puissiez voir que ce n'est pas de la folie du tout, c'est l'accommodation au déclin impérial. Nous avons perdu la guerre au Vietnam, n'est-ce pas? L'ennemi là-bas était le Parti communiste du Vietnam du Nord. Vous savez qui est aux commandes du Vietnam aujourd'hui? Le Parti communiste du Vietnam du Nord. Puis nous avons combattu en Afghanistan. Notre ennemi était les talibans. Qui est aux commandes de l'Afghanistan aujourd'hui? Les talibans. Nous sommes allés en guerre en Irak. Nous avons renversé Saddam Hussein. Oui. Sont aux commandes là-bas les personnes qui s'opposent à nous? Oui. Et que faisons-nous en Ukraine? Nous perdons. La Chine a atteint et dépassé le niveau des Européens. Ils peuvent concurrencer non seulement dans la production d'automobiles et ainsi de suite, mais dans la haute technologie, la plus haute technologie qui existe. Eux aussi le font et le font aussi bien ou mieux que nous. Et c'est la seule industrie qui nous reste. Quand M. Trump a été inauguré, qu'avez-vous vu derrière lui? Tous les milliardaires de la haute technologie. En plus de l'optique grotesque de ce que cela disait, c'est ce qui reste. Et cela ne peut pas soutenir 330 millions de personnes, c'est notre problème. Pas 10 ou 12 millions d'immigrants sans papier qui sont pour la plupart des gens très pauvres. Un immigrant en âge de travailler, qui est ce que sont la plupart des immigrants sans papier aux États-Unis aujourd'hui, est un cadeau pour les États-Unis, c'est une subvention pour les États-Unis. C'est très étrange d'expulser ce cadeau. C'est vraiment comme un voisin qui vous apporte une délicieuse tarte aux pommes et pendant qu'ils sont là, vous dites « Oh, merci », puis vous la jetez à la poubelle devant eux. Wow, c'est étrange. Qu'est-ce que vous faites, n'est-ce pas? Pourquoi je dis ça? Eh bien, prenez une jeune Guatémaltèque de 20 ans qui traverse la frontière. Une énorme quantité d'argent a été dépensée sur cette jeune femme de 20 ans avant qu'elle ne traverse la frontière au Texas et n'entre aux États-Unis en tant qu'immigrante sans papier. Elle a dû être nourrie pendant 20 ans.
Ça coûte de l'argent. Elle a dû être vêtue pendant 20 ans. Ça coûte de l'argent. Elle a dû être protégée. Elle a dû être éduquée dans une certaine mesure, quoi qu'ils aient d'où elle vient. Ce sont d'énormes dépenses. Chaque société a de telles dépenses pour ses citoyens avant qu'ils n'atteignent l'âge de travailler. Pensez-y de cette façon. Quand ils travaillent, ils produisent, ils créent de la valeur. Jusqu'à ce qu'ils travaillent, ils l'absorbent. C'est ce que nous faisons pour nos enfants. Le Guatemala a assumé le coût. Les États-Unis n'ont eu aucun coût. Nous ne les avons pas nourris. Nous n'avons rien élevé. Les Guatémaltèques l'ont fait gratuitement du point de vue américain, pas du leur. Ils ont eu une dépense réelle. Ils ont dû produire la nourriture, les vêtements et l'abri qu'ils ont donnés à leurs enfants. Nous, non. Nous les obtenons seulement quand ils sont prêts à travailler. Maintenant, dans la théorie marxiste, quand ils travaillent, supposons qu'on les paie 10 $ de l'heure. Peut-être devrais-je supposer 7 $ et 25 cents parce que c'est le salaire minimum dans ce pays. Le salaire minimum fédéral, on les paie 7,25 $ de l'heure. Il est clair et facile de démontrer que pour la plupart d'entre eux, en 1 heure, ils produisent avec leur travail, que ce soit une plus grande quantité ou une meilleure qualité d'un produit, quoiqu'ils soient embauchés pour faire plier les vêtements, laver votre voiture, peu importe, plus de valeur que ce qu'on les paie, ce qui signifie que maintenant, j'utilise le système marxiste, ils produisent un surplus. Personne ne les embauchera pour 7,25 $, à moins que le faire ne fasse gagner à l'employeur plus que cette somme pour cette raison. Marx a résolu ça, donc je dois lui donner crédit. Sinon, j'agirais comme si je l'avais découvert, ce que je n'ai pas fait. Donc, l'immigrant apporte aux États-Unis un travailleur gratuit qui se met immédiatement au travail. Comment survivrait-il autrement? En produisant un surplus pour l'employeur qui les embauche, un meilleur surplus proportionnellement que celui qu'il pourrait obtenir d'un travailleur né dans le pays. C'est pourquoi il les a embauchés. D'accord. C'est un énorme gain pour l'économie des États-Unis. Pas une perte, un gain. Ça fonctionne pour le reste de la vie, n'est-ce pas? Ce travailleur se saoule parfois, absolument. Occasionnellement, ils commettent un crime, bien sûr. Le FBI nous dit qu'ils commettent des crimes moins que les natifs, ce qui ne me surprend pas parce qu'ils sont sans papier. Donc, c'est une subvention. Voici l'histoire. La grandeur des États-Unis en tant que système capitaliste au cours du dernier siècle dépendait de sa capacité à absorber vague après vague la subvention à cette économie représentée par les immigrants. Les déportés est un signe de faiblesse. Les déportés signifie que vous glisserez en bas et pourrez monter. Les pires emplois seront maintenant donnés à eux, aux nouveaux immigrants. Vous pourrez aller au niveau suivant, un meilleur quartier, une meilleure école, un meilleur appartement et tout le reste. Et pas seulement ça, nous créerons une mythologie à ce sujet. Elle s'appellera l'exceptionnalisme américain et se concentrera sur la remarquable mobilité sociale qui peut être réalisée. Horatio Alger, d'immigrants pauvres, vous écrirez tout. Ce théâtre, nous ne pouvons plus le faire. Nous ne pouvons pas. Nous allons devoir persuader les Américains nés dans le pays de vivre dans des logements de faible qualité, d'accepter le travail de faible catégorie. Plus de mythologie, Horatio Alger. Et alors, vous savez de quoi il s'agit? C'est la faiblesse du capitalisme américain. C'est la fin de l'Empire. Le dollar n'est plus la monnaie universelle. Il doit partager ce rôle avec le yen japonais, le yuan chinois ou l'euro européen. C'est fini. L'Empire est terminé, mais nous ne pouvons pas le dire, nous ne pouvons pas l'affronter, nous ne pouvons pas en parler en tant que nation. Le président agit comme s'il allait ramener la grandeur en prenant des terres, en changeant le nom du golfe du Mexique. Quel enfant est dirigé ici? Si j'étais dans une position d'autorité, si j'étais arrivé à la conclusion que je vais devoir licencier des dizaines de milliers d'employés publics, la dernière façon sur Terre dont je le ferais serait d'avoir le milliardaire le plus riche de la planète qui se pavane sur une scène avec une tronçonneuse comme image de le faire.
Le milliardaire qui nage dans l'argent détruit les moyens de subsistance de dizaines de milliers de personnes ordinaires qui travaillent tous les jours, 5 jours par semaine, pour leur revenu. C'est tellement grotesque que c'est pourquoi je dis, quand nous regarderons en arrière sur cela dans 5 ans, nous, le peuple américain, secouerons nos têtes, et il nous sera difficile de croire ce qui était normalement dans la presse chaque matin. Maintenant, dans le port, pas très loin d'où je suis assis, il y a cette chose que nous appelons la statue de la liberté, et elle dit « Apportez-moi vos pauvres, vos affamés, vos gens qui aspirent à être libres ». Elle ne fait pas de distinction. Au-delà de ça, c'est un accueil. C'est quelque chose dont, une fois, et je crois que ça arrivera à nouveau, ce pays sera singulièrement fier, qui est un pays qui a dit à des millions de personnes dans le monde entier « Il y a un moyen d'améliorer la situation dans laquelle vous êtes piégés. Venez ici, nous vous aiderons à trouver un emploi, un logement, un mode de vie qui soit plus utile pour vous et pour la communauté que ce que vous pouvez espérer d'où que vous veniez. » Et ainsi, nous sommes devenus une nation. La seule mauvaise chose que nous avons faite, qui est d'exterminer les peuples autochtones qui étaient ici, a été au moins partiellement compensée par une générosité envers un groupe différent de personnes. Il n'y a pas beaucoup de justice sociale là-dedans, mais il y a quelque chose dont être fier. Maintenant, nous vivons le déni de tout ça. Nous vivons non seulement la déportation de millions de personnes. Je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être vu cette nouvelle où notre gouvernement a déporté 150 Vénézuéliens et les a mis dans la prison de Guantanamo. Ce sont des personnes qui n'ont été condamnées pour rien, dont le crime, s'il y a un crime, et la statue de la liberté suggère qu'il n'y en a pas. Mais s'il y a un crime, leur crime est qu'ils sont des immigrants sans papier. Cela ne devrait pas vous qualifier pour Guantanamo, qui était une prison pour les personnes considérées comme maximalement dangereuses, laissant de côté si cette prison a été utilisée raisonnablement ou non, ce qui est en soi une autre tâche sur notre nation. Mais ici, nous prenons des immigrants et faisons le contraire de ce que nous avons fait. Et ça devrait vous faire vous demander. Et si vous avez un peu d'empathie, essayez de penser ce que signifie avoir été un immigrant loyal, travailleur et contributeur pendant des mois ou des années, et être soudainement arraché de tout ça et expulsé sans procédure régulière, sans vraie opportunité d'appel, comme c'est clair dans de nombreux exemples documentés. Une partie du problème d'aller à grande vitesse, ayant diabolisé les immigrants à l'avance, c'est que vous traitez les gens très mal. Où est la procédure régulière? Où est l'innocence jusqu'à preuve du contraire? Où est tout ça qui semblait autrefois intrinsèque au comportement américain? Je vais vous faire un pari. Dans 10 ans, nous allons avoir une avalanche de films, de livres et de chansons dans lesquels nous nous souviendrons de l'époque où nous vivons maintenant avec incrédulité devant ce que nos dirigeants faisaient et disant « Mon Dieu, ce qui nous est arrivé en tant que nation ». Ce sera le thème. Permettez-moi aussi de mettre mon chapeau d'économiste, puisque c'est celui que j'ai pour le meilleur ou pour le pire. Permettez-moi de vous expliquer quelque chose sur l'immigration, parce que nos dirigeants n'oseront pas vous dire ça. Soit dit en passant, l'économie de l'immigration est un sujet très ancien. Il existe depuis des centaines d'années. Il y a une vaste littérature dans chaque bibliothèque décente à ce sujet. Donc, rien de ce que je vous dis n'est unique pour moi. Je vous fournis simplement des informations qui auraient dû guider nos dirigeants, mais elles ne le font pas. Un immigrant, la plupart des immigrants qui viennent aux États-Unis sont jeunes. Ils ont entre 18 et 30 ans. En d'autres termes, ils sont dans la fleur de leur vie productive. Ce sont les années où ils rendent à la société toutes les ressources investies pour les nourrir depuis la naissance, les vêtir, leur donner un abri, les éduquer. Toutes ces dépenses sont ce que nous investissons dans nos enfants pour les amener à l'âge où ils peuvent rejoindre la main-d'œuvre et être productifs. Vous savez ce qu'est un immigrant?
Un immigrant est une subvention pour nous parce que le coût de nourrir, vêtir, abriter et éduquer cette jeune personne de l'âge 0 à l'âge, disons 20, a été assumé par le pays d'où ils viennent, du Mexique, du Guatemala, du Salvador, d'Afrique ou d'Asie. Ils viennent prêts à travailler sans rien coûter aux États-Unis par rapport à un natif. Je regarde ça du point de vue de la société dans son ensemble. Une partie du coût est payée par la famille. Une partie du coût est payée par la société, que nos impôts aident à payer. Bien sûr, l'immigrant apporte sa productivité. Nous les mettons directement au travail. Maintenant, nous ne sommes pas très gentils avec eux. Nous leur donnons les pires emplois dans les pires quartiers, dans les pires écoles, tout ça. Nous faisons ça depuis 150 ans, mais nous leur donnons ce que nous donnions, une place. Et surtout, ils ont été très reconnaissants. Et surtout, devinez quoi? Ils ont rendu l'Amérique grande. Parce que l'immigrant est une subvention. Il a aidé la croissance économique au 19e et 20e siècle pour les États-Unis. Et parce que notre économie a grandi, nous avons pu accueillir et accepter les immigrants. C'était une situation gagnant-gagnant. Et vous savez que quand vous arrêtez de les prendre et que vous les déportez, c'est une proposition perdant-perdant. Ce n'est pas bon pour les États-Unis. Ça peut avoir l'air bien pour la base de M. Trump. Il est dur avec la citoyenneté sans papier, mais pour notre économie, c'est un désastre. C'est horrible de sacrifier tout ce que les immigrants nous ont donné pour la carrière politique d'un escroc. Réfléchissons un peu attentivement. Si vous aviez amené ces immigrants correctement, leur donner un emploi décent, leur donner un logement décent, les mettre dans un quartier décent, alors il n'y aurait eu aucune compétition entre eux et les personnes qui étaient déjà là, qui avaient des emplois. Nous savons que c'est un point de friction. Nous savons que ça génère de l'anxiété. Bien, affrontez ça. Donnez à tous un emploi comme droit. D'abord, les citoyens américains, poursuivez ça, mais ensuite faites ça pour les immigrants.